Hajj 2015, des futurs pèlerins de l'ANPO dans le désarroi faute de visa, ils risqueront de ne pas effectuer leur Hajj cette année. L'affaire de saisie de devises opérée par les services des douanes de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey suscite encore des réactions. Ce matin, le Front patriotique et républicain a rendu publique une déclaration dans laquelle le FPR demande des sanctions à toutes les personnes impliquées dans cette scrapeuse affaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le Premier ministre Brigitte Raffini a présidé ce matin l'ouverture officielle des journées sur la protection sociale au Niger. Pendant 48 heures que dureront les travaux, les participants vont échanger sur des thèmes qui aboutiront à un dialogue social inclusif pour l'effectivité de la protection sociale au Niger. Le compte rendu de cette cérémonie avec Nafis Adam. La protection sociale est considérée comme un outil essentiel pour faire reculer la pauvreté dans les pays à faible revenu comme le Niger. Pour y parvenir, il faudrait nécessairement contribuer à la création d'une vision intégrée de cette protection à partir des aspects pertinents de l'analyse diagnostique des politiques publiques. Objet de la tenue de ces journées du 8 et 9 septembre en faveur de la protection sociale dans les politiques publiques au Niger. Et nous savons que nous appartenons, hélas, à cette catégorie des pays qu'on appelle les pays pauvres, sinon les plus pauvres. Et donc notre rôle revient pratiquement à un combat contre la pauvreté. Et pour agir contre la pauvreté, nous devons sans aucun doute commencer par promouvoir l'accès de nos populations aux services sociaux de base. La société civile est également engagée dans la politique de la protection sociale à travers la plateforme africaine pour la protection sociale. Vous savez, au Niger, il y a au moins près de 48,7% des Nigériens qui sont pauvres. 25% des Nigériens ont besoin de filets sociaux de sécurité. Ça veut dire 7 400 et quelques mille qui ont besoin de filets sociaux. C'est-à-dire des gens qui font 3 jours sans manger, qui font 1 jour sans manger ou qui mangent même de n'importe quoi pour compromettre. C'est dans ce souci, comme nous avons accompagné le gouvernement pour d'abord inscrire la protection sociale dans la Constitution depuis au Conseil national, nous avons aidé le gouvernement à élaborer une politique nationale de protection sociale. Donc nous, la plateforme nigérienne, nous étions mis en place depuis 2009. Mais avant, nous étions membres de la plateforme africaine qu'on a mis en place à Nairobi au Kenya depuis 2008. Donc nous avons eu la chance depuis 2005 à participer aux différentes réunions de protection sociale. Avant, c'était les ministres du développement social qui font, mais comme quelquefois, arrivé à des réunions, le Niger était tout absent. Donc nous avons joué le jeu pour pouvoir faire amener la protection sociale au Niger. Donc le souci de cette journée, c'était effectivement d'informer, de sensibiliser et de faire des plaidoyers pour sécuriser les ménages et les familles face au risque de la vulnérabilité et de la maladie. Un comité interministériel de coordination de la protection sociale a été officiellement installé au cours de cette première journée. Ces journées citoyennes en faveur de la protection sociale prendront fin demain avec une table ronde sur l'appropriation et l'internalisation de la protection sociale. L'actualité au plan politique, en prélude aux élections 2016 au Niger, le représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest est à Niamey depuis quelques jours. Mohamed Ibn Chambas a rencontré les différents acteurs dans l'organisation des élections. Cet après-midi, il a eu un entretien avec les leaders de l'opposition politique. C'était en présence de nos reporters Hassan Saleh Moustapha et Ibrahim Abdou. Comment organiser des élections libres, transparentes et acceptées par tous au Niger en 2016 ? C'est l'objet de la mission du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Mohamed Ibn Chambas multiplie ses consultations à Niamey. Ce mardi soir, il a eu un entretien à huis clos avec les leaders de l'opposition politique.
J'ai trouvé les consultations très utiles et me permettent de mieux comprendre les situations. Donc, on va continuer, n'est-ce pas, d'encourager les dialogues inter-nigériens. Niger, c'est un pays où, dans le passé, on a vu que les gens se parlent et c'est toujours calmer les situations. Donc, pour arriver aux élections apaisées, il faut vraiment encourager les dialogues pour trouver des solutions pour les problèmes qui nous confrontent. L'objectif est d'assurer une situation qui permet des élections apaisées, participatives et crédibles. Donc, on va continuer dans cette perspective. Nous, Nations Unies, nous sommes là pour travailler avec tous les partis politiques. Au sortir d'un long entretien entre les leaders de l'opposition et la délégation conduite par Ibn Chambas, Mme Bayar Gamache explique les sujets évoqués au cours de leur rencontre. Nous l'avons dit dans plusieurs points de presse, nous n'accepterons pas que les élections soient bâclées et fraudées. Donc on lui a expliqué point par point ce que nous avons toujours dit en ce qui concerne l'organisation de la fraude concernant les prochaines élections. Donc il a pris bonne note, nous lui avons remis des documents et il a dit vraiment qu'il va se faire fort d'essayer de faire en sorte que le dialogue politique nigérien vraiment s'enclenche pour que pour la paix du Niger et de la sous-région, les organisations soient inclusives, qu'elles soient transparentes, qu'elles soient libres et démocratiques dans le pays. Nous allons continuer le combat pour que ces élections-là soient comme nous le souhaitons pour le Niger. C'est vrai, nous avons échangé, mais nous ne baissons pas la garde. On continue la sensibilisation, on continue le combat politique parce que nous sommes déterminés à ce que vraiment le Niger soit un pays de paix et de progrès. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, va continuer ses consultations avec les autres couches sociales du pays dans le cadre du processus électoral à venir au Niger. L'affaire de saisie de devises opérée par les services de douane de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey au centre d'une déclaration rendue publique ce matin par le Front patriotique et républicain. Dans celle-ci, le FPR exige la démission immédiate du ministre en charge des Finances sans préjudice de poursuites judiciaires et demande au groupe parlementaire de l'opposition d'initier, conformément aux articles 41 et 142 de la Constitution, une procédure de mise en accusation du président de la République, selon eux, pour violation de son serment et pour haute trahison. Un extrait de cette déclaration du FPR lu par Monsani Adamou. Il s'agit de 3 saisies opérées le 20, 22 et 24 août dernier, d'un montant cumulé avoisinant les 9 milliards de francs CFA, effectués par les agents des douanes de concert avec la gendarmerie nationale et qui ont régulièrement dressé des actes de poursuite des délinquants à travers des procès-verbaux de saisie signés. Conformément aux dispositions légales, les fonds ont été déposés auprès du trésorier général du Niger. Alors que les fraudeurs ont accepté le principe de transaction avec les douanes, quelle ne fut la surprise des agents d'apprendre que des instructions ont été données pour remettre aux délinquants les fonds saisis. Il y a lieu de poser les questions suivantes. 1. Quelle est l'origine de ces fonds? Leur provenance, leur expéditeur, leur destination et voire même leur destinataire. Comment des fonds régulièrement déposés auprès du trésorier général par les services de l'État à l'occasion de répression de fraude peuvent-ils être restitués aux contrevenants sans autre forme de procès? Pourquoi le ministre des Finances a-t-il pris la grave responsabilité de mettre à l'écart les services des douanes
en ordonnant une main levée par lettre numéro 1222/MF/CAP en date du 27 août 2015. Quelle autorité a intérêt à soustraire les services compétents de l'examen de ces dossiers, partant à empêcher que la lumière soit faite sur les véritables commanditaires de ce trafic? Comment comprendre que dans un pays classé dernier en indice de développement humain et qui a besoin de ressources financières pour faire face aux besoins sociaux essentiels et pour organiser des élections locales et générales, que des fonds considérables soient ainsi abandonnés? La gravité et la responsabilité d'ordonner la restitution de ces fonds peuvent-elles échapper au pouvoir des plus hautes autorités, en l'occurrence le président de la République et le Premier ministre? En réalité, toutes ces pratiques ne visent qu'un objectif. Premièrement, sécuriser les ressources induites, accumulées à l'occasion des différentes opérations de corruption et de blanchiment, ainsi que d'autres opérations illicites. Deuxièmement, constituer à M. Mahamadou Issoufou, alias Charlie, et à son parti, le PN Charia, un trésor de guerre dans la perspective des élections de 2016. C'est pourquoi, se référant à la déclaration suscitée du Sénat, le Front patriotique et républicain invite le procureur de la République à se saisir du dossier pour identifier clairement tous ceux qui sont impliqués dans ces trafics afin qu'ils répondent de leur forfaiture. D'ores et déjà, on peut affirmer sans ambages que la responsabilité des personnalités est engagée. 1. Le président de la République qui a juré sur le Saint-Coran de respecter et de faire respecter la Constitution, ainsi que d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. 2. Le Premier ministre, chef du gouvernement, qui conduit l'action gouvernementale et qui est chargé d'assurer l'exécution des lois. 3. Le ministre en charge des Finances, qui a ordonné la restitution des fonds déposés au Trésor national aux délinquants. 4. Le sieur Karissani Dizili, récidiviste bien connu, nommément cité dans les procès-verbaux de saisie des douanes, qui use et abuse de son mandat de député pour se livrer à ses jeux favoris de pratiques mafieuses. Par conséquent, le Front patriotique et républicain exige la démission immédiate du ministre en charge des Finances, sans préjudice de poursuites judiciaires, et demande au groupe parlementaire de l'opposition d'initier instamment, et ce conformément aux dispositions des articles 41 et 142 de la Constitution, une procédure de mise à accusation du président de la République pour violation de son serment et pour haute trahison. En tout état de cause, le Front patriotique et républicain considère que le président Issoufou Mahamadou n'est plus digne de la confiance placée en lui par le peuple. Veuillez bien nous en excuser pour la qualité de ces images. Tout autre chose à présent dans ce journal, la Commission nationale des droits humains, en partenariat avec l'Institut danois des droits de l'homme, organise depuis ce matin dans ses locaux un atelier autour du thème « Les entreprises et les droits de l'homme » destiné au personnel de la CNDH et aux acteurs de la société civile. Cette formation va durer 72 heures. L'ouverture officielle de ces travaux a été présidée par le président de la Commission nationale des droits humains, professeur Khalid Kiri. C'était en présence du ministre de l'Énergie et du Pétrole, Foumoka Godo, et de plusieurs autres invités. Le compte rendu de Nafissa Zakou. Organisé par la Commission nationale des droits humains CNDH en partenariat avec l'Institut danois des droits de l'homme IDDH, cet atelier de formation sur les entreprises et les droits de l'homme vise à renforcer les capacités des membres cadres administratifs et techniques de la CNDH et acteurs de la société civile. Dans son mot de bienvenue, le représentant national de l'IDDH a donné d'amples explications sur le partenariat entre la CNDH et son institution. En 2015, l'Institut danois des droits de l'homme s'est engagé dans un partenariat avec la Commission pour assurer
que la Commission élabore et publie des rapports périodiques pertinents sur les droits de l'homme au Niger, que les membres de la Commission améliorent leur capacité d'analyse de la situation des droits humains et agissent avec professionnalisme, que la Commission veille à la promotion des droits humains dans le cadre des industries extractives et que la visibilité de la Commission soit renforcée. C'est vous dire que la Commission nationale des droits humains et l'Institut danois des droits de l'homme partagent la même philosophie en matière de la promotion et de la protection des droits de l'homme dans un contexte international où la problématique des droits de l'homme constitue un défi et un enjeu majeur dans la coopération internationale. Procédant à l'ouverture de cet atelier, le président de la CNDH, le professeur Khalid Ikri, est revenu sur la dernière mission effectuée au sein des entreprises minières par la CNDH. La CNDH a, conformément à son mandat, effectué du 18 au 28 juillet 2013 des missions de terrain sur les sites uranifères de la Société des mines de l'Aïe, Somaïr, à Arlit, et de la Société d'exploitation d'uranium Azélique à Ingal, de l'exploitation artisanale de l'or au Jado, de l'exploitation du pétrole d'Agadem à Ngouti Difa et de la Soraz à Zander, pour ne citer que cela. L'objectif recherché à travers ces différentes missions était de surveiller l'état de la situation des droits de l'homme au plan socio-économique et environnemental. Cette démarche, adoptée par la CNDH, s'inscrit dans le cadre d'une dynamique planétaire, d'autant plus que plusieurs réseaux sous-régionaux et intercontinentaux des institutions nationales des droits humains se sont déjà constitués pour la sauvegarde et la défense des droits humains vis-à-vis des entreprises minières. Notons enfin que cet atelier de formation durera 3 jours. Une photo de famille a sanctionné cette cérémonie. Un des titres de cette édition d'information, c'est le RAJ 2015. Plus de 200 candidats au pèlerinage inscrits à l'agence nigérienne pour le pèlerinage de la Oumra ANPO se retrouvent sans visa leur permettant de se rendre en Arabie Saoudite. Une situation qui ne manque pas de créer un énorme désagrément. Ali Cissé Ibrahim pour plus de précisions. Le pèlerinage à la Mecque fait partie des 5 piliers de l'islam qu'un musulman doit effectuer au moins une fois dans sa vie, selon les moyens financiers dont il dispose. Cependant, au Niger, l'organisation du pèlerinage reste problématique d'une année à une autre. L'exemple patent de la négligence et de l'incompétence qui frise l'escroquerie vient d'être donné par l'agence nigérienne pour le pèlerinage et la Omra ANPO. En effet, d'une façon inattendue, plus de 200 candidats au pèlerinage se sont retrouvés sans visa, devant leur permettre de se rendre en Arabie Saoudite alors que la majorité avait payé les frais y afférents depuis janvier. À l'ANPO, l'atmosphère est devenue sombre. Pour cause, les malheureux candidats au Hajj réclament immédiatement le remboursement de leur argent. Quant aux responsables de l'ANPO, ils se sont réfugiés dans un silence coupable qui ne les excuse pas de la situation ainsi créée, comme le précise ici le malheureux candidat Malam Ya'u Garba, venu de Douchi. Mun riga mun biya kuɗi tun da wuri. Mun yi ban kwana da iyalanmu da iyayenmu da ƴan uwa gaba ɗaya daga ƙauye kuma muka zo yanzu ni anan kwana na 10 a yau garin nan. Je suis venu d'un village où j'avais fait mes au revoir aux gens. Et voilà que nous sommes venus et on nous dit qu'il n'y a plus possibilité de partir. J'ai déjà 10 jours ici à Niamey. Et aujourd'hui, on nous fait tourner en rond relativement à notre argent que nous réclamons. Abin da nake kira daga hukuma kenan saboda Allah su duba su rika gargadi wanga abun ba abu ne wanda ya kamata a ta yawo da hankali domin mu wai ba inda muka fito. Cette situation est inacceptable. Les autorités doivent arrêter ce désordre. Le cas de l'ANPO qui n'arrive pas à remplir ses engagements doit interpeller les autorités relativement à la rigueur qui doit être déployée afin de contraindre les agences de pèlerinage à remplir scrupuleusement leur cahier de charges.
Quant aux futurs pèlerins, il leur revient d'être exigeants dans le choix des agences organisatrices de pèlerinage. Le ministère des Enseignements supérieurs a affecté des appelés du service civique national à la société Asusu SA, une initiative qui s'inscrit dans le cadre du partenariat public-privé qui offre des opportunités aux jeunes diplômés nigériens. D'autres précisions avec notre reporter Souley Mouni Barma. Bonjour, moi c'est Baba Oumar Hadiza, j'ai une licence en technique comptable et financière. Bonjour, moi c'est M. Ibrahim Aboumou Faro et j'ai un master en jurisprudence d'entreprise. Bonjour, je me nomme Samira Alassane Maïka, j'ai une licence en sciences et techniques de commercialisation. Ils sont une trentaine de jeunes diplômés nigériens appelés du service civique national à avoir la chance d'être orientés à Asusu SA pour vivre une expérience dynamique en entreprise pour une durée de 2 ans. Et cela grâce à la volonté de cette société qui a fait ses preuves en 10 ans d'existence. Pour la directrice générale de Asusu SA, le service civique national est un instrument de renforcement de la cohésion nationale au service du développement durable. En offrant l'opportunité à l'État d'accueillir des appelés au service civique national, c'est pour moi un honneur de recevoir des jeunes à haute potentialité qui ont un amour de la République et une envie profonde d'être utiles. Leur donner envie de s'engager, de vivre une expérience valorisante dans un domaine si particulier que la finance inclusive, est tout simplement l'expression de reconnaissance et de solidarité nationale. C'est également un honneur pour moi de voir notre entreprise Asusu SA contribuer de cette façon à l'amélioration du taux d'employabilité des jeunes dans notre pays. S'exprimant à cette cérémonie de présentation des civicards affectés à Asusu SA, le ministre des Enseignements supérieurs a salué cette initiative qui marque le début d'une fructueuse collaboration avec la société Asusu SA. Toute notre gratitude pour votre accompagnement de nos jeunes diplômés en offrant spontanément d'accueillir chaque année plusieurs dizaines de jeunes civicards afin qu'ils renforcent leurs compétences et de connaissances acquises sur le banc par la pratique dans le milieu des affaires. Cette décision d'accompagnement, faut-il le rappeler, s'inscrit dans le cadre de partenariat entre certaines institutions bancaires sur place, leur tutelle le ministère de l'économie et des finances et le ministère de l'enseignement supérieur. Ainsi, Madame la directrice, en accueillant ce premier contingent de civicards, vous nous témoignez votre confiance et l'engagement total de votre institution dans le processus de la bancarisation de subsides pour études de l'État. Soyez-en remerciés. La directrice générale a saisi cette occasion pour prodiguer des sages conseils aux appelés du service civique national orienté sous tutelle de la société Asusu SA qui a formé plus de 1000 jeunes diplômés de 2005 à aujourd'hui. Pendant ce temps, l'Institut L'Élite de Niamey a procédé hier à la remise officielle des diplômes à ses étudiants en fin de formation. La joie était immense chez les récipiendaires qui ont eu leur parchemin. Le compte rendu avec Asman China. Ouvert en 2012 avec sa gamme de formations variées, performantes, valorisantes et porteuses d'emploi, l'Institut L'Élite de Niamey a choisi de rester dans la logique des universités du pays. Nous n'avons pas voulu faire du bricolage, nous avons voulu rester conformes aux exigences académiques des universités publiques et nous avons organisé les formations avec les enseignants de ces universités. Nous sommes restés donc dans la logique en complémentarité de ces universités parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une inscription à l'université et tout le monde n'a également pas la possibilité de réussir dans une salle de 1200 étudiants alors qu'il peut se retrouver à 15 ou 20. Nous avons également dans le pipeline les premiers diplômés de notre master professionnel en sécurité alimentaire et nutritionnelle
Malheureusement, les diplômes ne sont pas encore prêts, ils sont au niveau du ministère, le processus est en cours. Et nous aurions voulu organiser le tout en même temps. Puis, à partir de cette année où la bonté divine a voulu que finalement les autorités responsables de l'éducation au Niger nous permettent de délivrer officiellement les formations d'instructeurs et d'instructeurs adjoints, nous avons organisé une formation capacitante pour les enseignants du terrain qui n'ont pas de diplôme d'instructeur ou d'instructeur adjoint. Ainsi, pour cette cérémonie, ils sont nombreux les étudiants de cet institut à recevoir leur diplôme de licence professionnelle et de licence générale en droit privé. Ils ne cachent pas leur joie. À 55 ans, je fais partie des premiers licenciés en sciences de l'éducation dans une école, un institut au Niger. Ce n'est qu'une satisfaction. Je suis très satisfait et cette licence, on la doit grâce à nos éminents professeurs de l'école normale supérieure de Niamey. Vraiment, c'est une joie. Juste reconnaissante envers l'élite et fière d'appartenir à l'élite de Niamey. Et c'est vraiment ça. Juste contente et fière. C'est la joie, c'est le plaisir, un grand plaisir pour moi d'avoir obtenu à mon âge une licence en sciences professionnelles de l'éducation. Après avoir obtenu ce diplôme, je ne peux que dire que je suis très fière de la formation que j'ai suivie dans cet institut. Ensuite, je remercie beaucoup et le fondateur qui a su penser ouvrir cette filière à notre endroit. Ensuite, l'ensemble de tous les formateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour nous donner une formation de qualité. Situé dans l'immeuble de la pharmacie Dar es Salaam au quartier Dar es Salaam, l'Institut L'Élite est la meilleure adresse pour vos formations qualifiantes et capacitantes. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.